Mesdames et messieurs, parlons d'une habitude insidieuse qui, sans que vous vous en rendiez compte, sabote votre potentiel. Cette habitude, c'est le déversement émotionnel, un comportement que beaucoup pratiquent sans même s'en apercevoir. Vous savez de quoi je parle, ce cycle incessant où vous déchargez vos problèmes, exprimez vos frustrations et partagez chaque petit désagrément de votre vie avec quiconque veut bien écouter. Cela peut sembler libérateur sur le moment, comme si vider votre cœur allégeait le fardeau. Mais en réalité, c'est une fuite d'énergie qui vous prive de votre pouvoir. Chaque fois que vous vous laissez aller à cette pratique, vous abandonnez un peu plus le contrôle de votre état émotionnel. Vous nourrissez un sentiment d'impuissance au lieu de revendiquer votre force intérieure. Imaginez votre esprit comme un jardin. Ce que vous y plantez, les mots, les pensées, les récits que vous répétez déterminent ce qui pousse. Lorsque vous semez sans cesse des graines de plainte, de frustration et de récits sur ce qui ne va pas, votre jardin devient envahi par des mauvaises herbes. Ces mauvaises herbes étouffent les fleurs de vos ambitions, de vos rêves et de votre potentiel. Vous ne cultivez pas la résilience ou la croissance, mais un paysage stérile de problèmes qui semblent insurmontables. Ce n'est pas une question de nier vos émotions ou de prétendre que tout va bien. Il s'agit de comprendre que le déversement émotionnel n'est pas une solution, mais un piège. C'est comme verser de l'eau dans un seau percé. Peu importe la quantité que vous y mettez, il se vide toujours. Votre cerveau fonctionne comme un GPS, recalculant constamment la route en fonction des informations que vous lui fournissez. Si vous lui répétez sans cesse à quel point vous êtes submergé, combien la vie est injuste ou à quel point vous vous sentez coincé, il ne se contente pas d'entendre ces mots, il les croit. Il commence à programmer votre réalité à travers ce prisme déformé. Vos pensées s'enferment dans une boucle, vos émotions tourbillonnent dans une spirale descendante, et bientôt, votre identité entière se construit autour de vos problèmes. Pas autour de vos objectifs, pas autour de votre potentiel, mais autour de ce qui vous retient. C'est une vérité difficile à avaler, mais essentielle à comprendre. Vous devenez ce que vous répétez. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui, après une journée difficile au travail, appelle un ami pour se plaindre de son patron, de ses collègues, de la charge de travail écrasante. Pendant 10 minutes, elle se sent écoutée, validée. Mais une fois le téléphone raccroché, que reste-t-il? Rien n'a changé. Le patron est toujours le même, la charge de travail n'a pas diminué. Et cette personne se sent peut-être encore plus épuisée d'avoir remué ses émotions sans avancer. C'est comme tourner en rond sur une piste sans jamais voir la ligne d'arrivée. Vous vous fatiguez, mais vous n'allez nulle part. Je ne dis pas qu'il faut tout garder à l'intérieur et faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas ça non plus. Les émotions doivent être exprimées, mais il y a une différence cruciale entre traiter ces émotions de manière intentionnelle et les déverser sans but. Traiter, c'est reconnaître ce que vous ressentez, chercher à comprendre pourquoi, et identifier une action, même petite, pour avancer. Déverser, c'est rechercher un soulagement temporaire, un instant de sympathie qui s'évapore rapidement. Pensez Y comme à la différence entre réparer une fuite dans votre maison et ouvrir toutes les fenêtres en espérant que l'eau disparaisse d'elle-même. La première approche résout le problème, la seconde ne fait que prolonger le désordre. Pourquoi est-ce si important? Parce que chaque fois que vous déversez vos émotions sans chercher à progresser, vous renforcez l'idée que vous n'êtes pas maître de votre vie. Vous envoyez un message à vous-même et aux autres que vos problèmes sont plus grands que vous. Et ce n'est pas vrai. Vous êtes plus grand que vos problèmes, mais vous ne le réaliserez jamais si vous passez votre temps à les amplifier par des mots. Prenons une analogie. Votre énergie émotionnelle est comme une batterie. Chaque conversation où vous vous plaignez inutilement draine un peu plus cette batterie. À la fin de la journée, vous n'avez plus l'énergie nécessaire pour réfléchir à des solutions, pour prendre des mesures ou pour avancer vers vos objectifs. Vous êtes vidé, non pas par vos problèmes, mais par la façon dont vous choisissez de les gérer. Alors, comment briser ce cycle? Commencez par être intentionnel. Avant de parler, posez-vous une question simple. Est-ce que je partage ceci pour trouver une solution, ou est-ce que je cherche juste à me sentir mieux temporairement? Si c'est la seconde option, faites une pause. Prenez une grande respiration. Peut-être écrivez ce que vous ressentez dans un journal,
Ou prenez quelques minutes pour marcher et laissez vos pensées s'organiser. Ce simple acte de pause peut changer la donne. Il vous permet de reprendre le contrôle, de rediriger votre énergie vers quelque chose de productif. C'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation de votre GPS mental. Au lieu de continuer à tourner en rond, vous commencez à tracer une nouvelle route. Un autre exemple, pensez à un athlète qui se prépare pour une course importante. S'il passe tout son temps à se plaindre de la difficulté de l'entraînement, des courbatures ou du stress de la compétition, il gaspille l'énergie qu'il pourrait utiliser pour s'améliorer. Mais s'il reconnaît les défis, ajuste son plan d'entraînement et se concentre sur ses progrès, il se rapproche de la victoire. Votre vie fonctionne de la même manière. Les défis sont inévitables, mais c'est votre façon de les aborder qui détermine si vous restez sur la ligne de départ ou si vous franchissez la ligne d'arrivée. En fin de compte, arrêter le déversement émotionnel, c'est choisir de reprendre votre pouvoir. C'est décider que vos problèmes ne vous définissent pas, mais que vos actions, elles, le font. C'est comprendre que la force véritable ne réside pas dans la quantité de mots que vous utilisez pour décrire vos luttes, mais dans les pas que vous faites pour les surmonter. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de vous plaindre, de tout déballer, demandez-vous, est-ce que cela me fait avancer? Si la réponse est non, choisissez une autre voie. Une voie qui mène à la croissance, à la clarté, et à une version de vous-même qui ne se contente pas de parler de ses rêves, mais qui les construit, pas à pas. Mesdames et messieurs, parlons d'une habitude insidieuse qui, sans que vous vous en rendiez compte, sabote votre potentiel. Cette habitude, c'est le déversement émotionnel, un comportement que beaucoup pratiquent sans même s'en apercevoir. Vous savez de quoi je parle, ce cycle incessant où vous déchargez vos problèmes, exprimez vos frustrations et partagez chaque petit désagrément de votre vie avec quiconque veut bien écouter. Cela peut sembler libérateur sur le moment, comme si vider votre cœur allégeait le fardeau. Mais en réalité, c'est une fuite d'énergie qui vous prive de votre pouvoir. Chaque fois que vous vous laissez aller à cette pratique, vous abandonnez un peu plus le contrôle de votre état émotionnel. Vous nourrissez un sentiment d'impuissance au lieu de revendiquer votre force intérieure. Imaginez votre esprit comme un jardin. Ce que vous y plantez, les mots, les pensées, les récits que vous répétez déterminent ce qui pousse. Lorsque vous semez sans cesse des graines de plainte, de frustration et de récits sur ce qui ne va pas, votre jardin devient envahi par des mauvaises herbes. Ces mauvaises herbes étouffent les fleurs de vos ambitions, de vos rêves et de votre potentiel. Vous ne cultivez pas la résilience ou la croissance, mais un paysage stérile de problèmes qui semblent insurmontables. Ce n'est pas une question de nier vos émotions ou de prétendre que tout va bien. Il s'agit de comprendre que le déversement émotionnel n'est pas une solution, mais un piège. C'est comme verser de l'eau dans un seau percé. Peu importe la quantité que vous y mettez, il se vide toujours. Votre cerveau fonctionne comme un GPS, recalculant constamment la route en fonction des informations que vous lui fournissez. Si vous lui répétez sans cesse à quel point vous êtes submergé, combien la vie est injuste ou à quel point vous vous sentez coincé, il ne se contente pas d'entendre ces mots, il les croit. Il commence à programmer votre réalité à travers ce prisme déformé. Vos pensées s'enferment dans une boucle, vos émotions tourbillonnent dans une spirale descendante, et bientôt, votre identité entière se construit autour de vos problèmes. Pas autour de vos objectifs, pas autour de votre potentiel, mais autour de ce qui vous retient. C'est une vérité difficile à avaler, mais essentielle à comprendre. Vous devenez ce que vous répétez. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui, après une journée difficile au travail, appelle un ami pour se plaindre de son patron, de ses collègues, de la charge de travail écrasante. Pendant 10 minutes, elle se sent écoutée, validée. Mais une fois le téléphone raccroché, que reste-t-il? Rien n'a changé. Le patron est toujours le même, la charge de travail n'a pas diminué. Et cette personne se sent peut-être encore plus épuisée d'avoir remué ses émotions sans avancer. C'est comme tourner en rond sur une piste sans jamais voir la ligne d'arrivée. Vous vous fatiguez, mais vous n'allez nulle part. Je ne dis pas qu'il faut tout garder à l'intérieur et faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas sain non plus. Les émotions doivent être exprimées, mais il y a une différence cruciale entre traiter ces émotions de manière intentionnelle et les déverser sans but. Traiter,
c'est reconnaître ce que vous ressentez, chercher à comprendre pourquoi, et identifier une action, même petite, pour avancer. Déverser, c'est rechercher un soulagement temporaire, un instant de sympathie qui s'évapore rapidement. Pensez Y comme à la différence entre réparer une fuite dans votre maison et ouvrir toutes les fenêtres en espérant que l'eau disparaisse d'elle-même. La première approche résout le problème. La seconde ne fait que prolonger le désordre. Pourquoi est-ce si important? Parce que chaque fois que vous déversez vos émotions sans chercher à progresser, vous renforcez l'idée que vous n'êtes pas maître de votre vie. Vous envoyez un message à vous-même et aux autres que vos problèmes sont plus grands que vous. Et ce n'est pas vrai. Vous êtes plus grand que vos problèmes, mais vous ne le réaliserez jamais si vous passez votre temps à les amplifier par des mots. Prenons une analogie. Votre énergie émotionnelle est comme une batterie. Chaque conversation où vous vous plaignez inutilement draine un peu plus cette batterie. À la fin de la journée, vous n'avez plus l'énergie nécessaire pour réfléchir à des solutions, pour prendre des mesures ou pour avancer vers vos objectifs. Vous êtes vidé, non pas par vos problèmes, mais par la façon dont vous choisissez de les gérer. Alors, comment briser ce cycle? Commencez par être intentionnel. Avant de parler, posez-vous une question simple. Est-ce que je partage ceci pour trouver une solution, ou est-ce que je cherche juste à me sentir mieux temporairement? Si c'est la seconde option, faites une pause. Prenez une grande respiration. Peut-être écrivez ce que vous ressentez dans un journal, ou prenez quelques minutes pour marcher et laissez vos pensées s'organiser. Ce simple acte de pause peut changer la donne. Il vous permet de reprendre le contrôle, de rediriger votre énergie vers quelque chose de productif. C'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation de votre GPS mental. Au lieu de continuer à tourner en rond, vous commencez à tracer une nouvelle route. Un autre exemple, pensez à un athlète qui se prépare pour une course importante. S'il passe tout son temps à se plaindre de la difficulté de l'entraînement, des courbatures ou du stress de la compétition, il gaspille l'énergie qu'il pourrait utiliser pour s'améliorer. Mais s'il reconnaît les défis, ajuste son plan d'entraînement et se concentre sur ses progrès, il se rapproche de la victoire. Votre vie fonctionne de la même manière. Les défis sont inévitables, mais c'est votre façon de les aborder qui détermine si vous restez sur la ligne de départ ou si vous franchissez la ligne d'arrivée. En fin de compte, arrêter le déversement émotionnel, c'est choisir de reprendre votre pouvoir. C'est décider que vos problèmes ne vous définissent pas, mais que vos actions, elles, le font. C'est comprendre que la force véritable ne réside pas dans la quantité de mots que vous utilisez pour décrire vos luttes, mais dans les pas que vous faites pour les surmonter. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de vous plaindre, de tout déballer, demandez-vous, est-ce que cela me fait avancer? Si la réponse est non, choisissez une autre voie. Une voie qui mène à la croissance, à la clarté, et à une version de vous-même qui ne se contente pas de parler de ses rêves, mais qui les construit, pas à pas. Arrêtez de chercher à être sauvé. Chaque fois que vous déversez vos émotions, que vous vous lancez dans une longue tirade sur vos problèmes en espérant que quelqu'un vous tende la main pour vous sortir de là, vous renforcez une croyance dangereuse, que vous ne pouvez pas gérer votre vie sans l'intervention de quelqu'un d'autre. C'est une illusion. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une stratégie, d'un mouvement, d'un plan clair pour avancer. La personne la plus puissante dans votre vie, ce n'est pas votre ami, votre thérapeute ou votre famille. C'est vous. Vous êtes celui qui doit prendre les rênes, qui doit décider de changer le cours de votre histoire. Et cela commence par un changement fondamental dans la manière dont vous pensez et parlez de vos défis. Imaginez votre vie comme un bateau au milieu d'une tempête. Les vagues, vos problèmes déferlent autour de vous, menaçant de vous faire chavirer. Déverser vos émotions, c'est comme crier à l'aide depuis le pont, espérant qu'un autre bateau viendra vous remorquer. Mais la vérité, c'est que vous êtes le capitaine de ce bateau. Vous avez le gouvernail entre les mains. Vous ne pouvez pas contrôler les vagues, mais vous pouvez apprendre à naviguer à travers elles. Chaque fois que vous choisissez de vous plaindre au lieu d'agir, vous lâchez le gouvernail, vous abandonnez votre pouvoir. Et le bateau dérive, ballotté par les courants, sans jamais atteindre le rivage. Ce changement de perspective est crucial. Au lieu de ressasser chaque détail de ce qui ne va pas,
Commencez à construire un nouveau schéma mental. Dites-vous, j'ai un problème, mais je vais me concentrer sur la solution. Ce n'est pas une simple phrase d'encouragement, c'est une réorientation complète de votre énergie. Pensez à une randonnée en montagne. Vous êtes au pied d'un sentier escarpé, le sac lourd sur vos épaules. Vous pouvez passer des heures à vous plaindre de la difficulté du chemin, du poids du sac, de la fatigue dans vos jambes. Ou vous pouvez ajuster votre sac, chercher le prochain point d'appui et faire un pas de plus. Chaque pas, même petit, vous rapproche du sommet. Le déversement émotionnel, c'est rester au pied de la montagne à crier que le chemin est trop dur. L'action, c'est avancer, même lentement. Prenons un exemple. Imaginez une femme qui traverse une rupture amoureuse douloureuse. Elle pourrait passer des semaines à raconter à tout le monde comment son partenaire l'a trahie, combien elle se sent blessée, à quel point c'est injuste. Chaque conversation ravive la douleur, comme si elle appuyait sur une plaie ouverte. Mais que se passe-t-il si elle choisit de rediriger cette énergie? Peut-être qu'elle commence à écrire dans un journal pour comprendre ce qu'elle a appris de cette relation. Peut-être qu'elle s'inscrit à une nouvelle activité pour retrouver sa confiance. Peut-être qu'elle demande à un ami de l'aider à établir des objectifs pour avancer, au lieu de simplement écouter ses plaintes. Ses choix, aussi petits soient-ils, la mettent en mouvement. Ils lui rappellent qu'elle n'est pas définie par ce qui lui est arrivé, mais par ce qu'elle choisit de faire ensuite. Ce n'est pas facile, bien sûr. La vie est dure. Nous avons tous des fardeaux à porter, des pressions au travail, des soucis financiers, des relations compliquées, des doutes personnels. Mais ceux qui grandissent, ceux qui construisent une vie dont ils sont fiers, ce sont ceux qui cessent de distribuer leurs problèmes comme des prospectus dans la rue. Ils traitent leur temps et leur énergie comme des ressources précieuses, comme de l'or. Ils savent que chaque mot gaspillé à se plaindre est un moment volé à la construction de quelque chose de mieux. C'est comme choisir entre dépenser tout votre argent dans des choses éphémères ou investir dans un projet qui portera ses fruits à long terme. Un autre point à considérer, lorsque vous arrêtez de déverser vos émotions, vous commencez à respecter votre propre valeur. Vous envoyez un message clair à vous-même et aux autres. Je suis capable de gérer ceci. Cela ne veut pas dire que vous devez tout faire seul. Demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse. Mais il y a une différence entre demander du soutien pour avancer et attendre que quelqu'un d'autre prenne la responsabilité de votre bien-être émotionnel. Pensez à un puzzle. Parfois, vous avez besoin d'un ami pour vous aider à trouver une pièce manquante. Mais si vous attendez que quelqu'un assemble tout le puzzle à votre place, vous ne serez jamais celui qui voit l'image complète se former. Ce respect de soi change aussi la manière dont les autres vous perçoivent. Lorsque vous cessez de vous plaindre constamment, vous dégagez une énergie différente, une énergie de maîtrise, de détermination. Les gens commencent à vous voir comme quelqu'un qui agit, pas seulement quelqu'un qui parle. Imaginez deux collègues. L'un passe ses pauses déjeuner à se plaindre de son travail, de son patron, de ses collègues. L'autre reconnaît les défis, mais partage des idées pour améliorer les choses ou parle de ses projets pour progresser. Qui inspire le plus de respect? Qui est plus susceptible d'être vu comme un leader? Celui qui agit, celui qui montre qu'il est en contrôle, même dans les moments difficiles. Alors, voici votre prochain défi. La prochaine fois que vous sentirez l'envie de vous lancer dans une longue plainte, arrêtez-vous. Posez-vous cette question. Est-ce que cela me fait avancer, ou est-ce que je cherche juste à être entendu? Si c'est pour être entendu, redirigez cette énergie. Prenez une action, même minime. Écrivez une liste de ce que vous pouvez contrôler dans votre situation. Faites un plan, même imparfait. Parlez à quelqu'un, non pas pour vous plaindre, mais pour brainstormer des solutions. Ce petit changement peut transformer votre trajectoire entière. En fin de compte, votre pouvoir ne réside pas dans les mots que vous utilisez pour décrire vos luttes, mais dans les actions que vous entreprenez pour les surmonter. Vous êtes le capitaine de votre bateau, le randonneur sur votre sentier, l'architecte de votre vie. Chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que la plainte, vous reprenez un peu plus de ce pouvoir. Vous cessez de donner votre énergie à des conversations stériles et commencez à l'investir dans des résultats tangibles.
C'est ainsi que vous construisez une vie qui reflète votre force, votre résilience, votre potentiel. Alors, arrêtez de crier dans la tempête. Prenez le gouvernail. Faites un pas. Et regardez où cela vous mène. Vous n'êtes pas le seul à porter un fardeau. Beaucoup de gens vivent dans l'illusion que leurs problèmes sont uniques, que la charge qu'ils portent est plus lourde que celle des autres. Votre douleur est réelle, votre stress est légitime, mais il est crucial de comprendre une vérité universelle. Tout le monde a ses propres luttes. Les gens autour de vous, vos amis, vos collègues, même des étrangers traversent leurs propres tempêtes. Ils jonglent avec des pressions au travail, des factures qui s'accumulent, des relations fragiles, des responsabilités familiales, des regrets qui les rongent. Lorsque vous réalisez cela, vous commencez à comprendre pourquoi vos déversements émotionnels reçoivent souvent des réponses courtes ou des regards distraits. Ce n'est pas que les gens ne se soucient pas de vous. C'est qu'ils sont déjà submergés par leurs propres combats. Pensez à votre énergie émotionnelle comme à une tasse pleine d'eau. Chaque fois que vous vous attendez à ce que quelqu'un prenne une gorgée de votre tasse pour alléger votre charge, vous oubliez qu'eux aussi portent leur propre tasse, souvent tout aussi pleine. Ils n'ont pas toujours la capacité de prendre votre fardeau en plus du leur. C'est une réalité difficile à accepter, mais essentielle. Vous ne pouvez pas attendre des autres qu'ils mettent leur propre chaos de côté pour plonger dans le vôtre. C'est comme demander à quelqu'un qui court un marathon de s'arrêter pour porter votre sac à dos. Ils pourraient vouloir aider, mais ils sont déjà en train de lutter pour atteindre leur propre ligne d'arrivée. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous traversez une période de stress intense au travail. Vous appelez un ami pour lui raconter combien votre patron est exigeant, combien vos collègues vous laissent tomber. Vous espérez qu'il vous écoutera, qu'il partagera votre frustration, qu'il validera votre ressenti. Mais votre ami, lui, vient de recevoir une facture inattendue, ou peut-être qu'il traverse une dispute avec son partenaire. Il vous écoute, mais son esprit est ailleurs. Vous ressentez cette distance, et peut-être même une pointe de déception. Vous vous sentez ignoré, incompris, voire trahi. Mais le problème ne vient pas de lui. Le problème, c'est votre attente. En espérant que quelqu'un d'autre portera votre douleur, vous vous mettez dans une position où vous risquez d'être blessé encore plus. Ce malentendu crée un cercle vicieux. Plus vous comptez sur les autres pour alléger votre fardeau émotionnel, plus vous vous sentez déçu lorsqu'ils ne répondent pas comme vous l'espériez. Vous commencez à croire que personne ne se soucie vraiment de vous. Mais ce n'est pas vrai. Les gens se soucient, mais ils ne peuvent pas toujours être l'encre que vous cherchez. Ils ne vivent pas dans votre esprit. Ils ne ressentent pas ce que vous ressentez. Et même s'ils vous écoutent attentivement, même s'ils vous consacrent du temps, la vérité reste la même. Personne ne se souciera jamais de votre vie autant que vous. Cette prise de conscience n'est pas là pour vous isoler. Elle est là pour vous réveiller. Imaginez une bibliothèque remplie de livres, chaque livre représentant la vie d'une personne. Chaque histoire est complexe, pleine de chapitres douloureux et de moments de triomphe. Lorsque vous déversez vos émotions, c'est comme si vous demandiez à quelqu'un de mettre son propre livre de côté pour lire le vôtre à haute voix. Parfois, ils le feront par amour ou par politesse, mais ils ne peuvent pas vivre votre histoire pour vous. Vous êtes l'auteur, l'éditeur, le narrateur. La responsabilité de tourner la page, de commencer un nouveau chapitre, repose sur vos épaules. Et c'est une bonne nouvelle, car cela signifie que vous avez le pouvoir de changer la direction de votre récit. Alors, comment briser ce cycle d'attente irréaliste? Commencez par accepter que votre bien-être émotionnel est votre responsabilité. Cela ne veut pas dire que vous devez tout affronter seul. Chercher du soutien est sain, mais il y a une différence entre demander de l'aide pour avancer et attendre que quelqu'un d'autre règle vos problèmes. Pensez à un jardinier qui plante des fleurs. Il peut demander conseil sur la meilleure façon de faire pousser ses plantes, mais il ne s'attend pas à ce que quelqu'un d'autre vienne arroser son jardin tous les jours. Votre vie fonctionne de la même manière. Vous pouvez demander des idées, des perspectives, mais c'est à vous de faire le travail de cultiver votre propre croissance. Un autre exemple. Imaginez un étudiant qui lutte avec un cours difficile. Il pourrait passer son temps à se plaindre auprès de ses camarades de classe de la complexité du matériel,
du professeur trop strict, ou du manque de temps pour étudier. Mais s'il continue ainsi, il risque d'échouer. À la place, il pourrait demander à un camarade de lui expliquer un concept, rejoindre un groupe d'études, ou réorganiser son emploi du temps pour se concentrer sur ses priorités. Ces actions, bien qu'elles demandent plus d'efforts que de se plaindre, le rapprochent de la réussite. De la même manière, dans votre vie, chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que la plainte, vous vous rapprochez de la version de vous-même que vous voulez devenir. Ce changement d'état d'esprit libère non seulement vous, mais aussi ceux qui vous entourent. Lorsque vous cessez d'attendre que les autres portent votre fardeau, vous leur donnez la liberté d'être des soutiens plutôt que des sauveurs. Vous créez des relations plus saines, basées sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance. C'est comme alléger le poids d'un sac à dos que vous portez ensemble lors d'une randonnée. Si vous insistez pour que quelqu'un d'autre porte tout, la randonnée devient épuisante pour tout le monde. Mais si chacun porte sa part et partage des idées pour rendre le voyage plus agréable, tout le monde avance plus facilement. En fin de compte, comprendre que tout le monde a ses propres luttes vous aide à devenir plus autonome émotionnellement. Vous cessez de chercher à l'extérieur la validation ou le réconfort qui ne peuvent venir que de l'intérieur. Vous commencez à vous asseoir avec votre propre douleur, à écouter ce qu'elle essaie de vous enseigner, et à agir en conséquence. C'est un acte de courage. C'est un acte de maturité. Et c'est un acte de pouvoir. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de déverser vos émotions sur quelqu'un d'autre, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous sauve. Vous avez besoin de vous lever, de prendre vos responsabilités, et de commencer à écrire le prochain chapitre de votre histoire. C'est ainsi que vous devenez libre. C'est ainsi que vous grandissez. C'est ainsi que vous reprenez votre pouvoir. Il y a une différence fondamentale entre parler de ses problèmes et agir pour les résoudre. Trop de gens confondent ces deux actions, pensant que vider leur cœur équivaut à progresser. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez passer des heures à discuter de vos frustrations, à pleurer auprès d'un ami, à vous plaindre à vos collègues ou à publier de longues tirades sur les réseaux sociaux, mais au bout du compte, rien ne change. Vous ressentez peut-être un soulagement temporaire, comme une bouffée d'air après avoir retenu votre souffle. Mais une fois que les mots s'évanouissent, une fois que la conversation s'arrête, vous êtes toujours au même endroit, face aux mêmes défis, avec les mêmes obstacles. Ce n'est pas du progrès. C'est juste du bruit. Imaginez votre vie comme une rivière. Les problèmes sont des rochers qui bloquent le courant. Parler de ces rochers, de leur taille, de leur poids, de la façon dont ils vous ralentissent ne les fait pas disparaître. Au contraire, cela peut donner l'impression qu'ils sont encore plus gros, encore plus insurmontables. Agir, en revanche, c'est comme ramasser une pelle et commencer à dégager le passage, même si cela prend du temps. Chaque effort, même minime, permet à l'eau de couler un peu plus librement. Le déversement émotionnel, c'est rester sur la berge à décrire les rochers. L'action, c'est plonger dans la rivière et commencer à travailler pour rétablir le courant. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui se sent coincée dans un emploi qu'elle déteste. Chaque soir, elle rentre chez elle et passe une heure à se plaindre auprès de son partenaire ou de ses amis. Le patron est injuste, le travail est monotone, les journées sont interminables. Elle reçoit peut-être de l'empathie, des hochements de tête compatissants, mais à la fin de la soirée, elle est toujours dans le même emploi, avec la même frustration. Maintenant, imaginez qu'au lieu de se plaindre, elle utilise ce temps pour mettre à jour son CV, chercher une formation pour acquérir de nouvelles compétences ou explorer des opportunités ailleurs. Ces actions, bien qu'elles demandent plus d'efforts, la rapprochent d'une solution. Elles lui rappellent qu'elle a le pouvoir de changer sa situation, même si cela prend du temps. Ce piège est si facile à tomber parce que parler donne l'illusion d'agir. Vous êtes engagé, vous vous exprimez, vous vous connectez avec les autres. Cela semble productif, mais ce n'est qu'une façade. Vous ne construisez pas de résilience. Vous n'apprenez pas de nouvelles compétences. Vous ne prenez pas de mesures concrètes. C'est comme faire du surplace sur un vélo d'appartement. Vous pédalez, vous transpirez, mais vous n'avancez pas d'un mètre. La vérité, c'est que si vous ne vous dirigez pas vers une solution, vous ne faites que répéter le problème encore et encore. Et plus vous le répétez,
plus il s'enracine dans votre esprit, plus il semble grand, plus il devient difficile à surmonter. Pensez à votre esprit comme à une maison avec des pièces remplies de pensées. Chaque fois que vous parlez de vos problèmes sans chercher à les résoudre, vous ajoutez une nouvelle couche de désordre dans cette maison. Les piles de plaintes s'accumulent, les pensées négatives s'entassent, et bientôt, il devient difficile de naviguer dans votre propre esprit. Mais lorsque vous commencez à poser des questions comme « Et maintenant ?», vous ouvrez une fenêtre, vous laissez entrer de l'air frais. Cette question est puissante. Elle vous force à passer d'un état centré sur le problème à un état axé sur la solution. Elle arrête la spirale et apporte de la clarté, comme si vous allumiez une lumière dans une pièce sombre. Il y a une différence essentielle entre traiter ses émotions et les répéter sans fin. Traiter, c'est comme trier un placard encombré. Vous regardez ce qui s'y trouve, vous décidez ce que vous gardez et ce que vous laissez partir, puis vous organisez pour aller de l'avant. Répéter, c'est comme ouvrir le placard tous les jours, sortir tout le contenu, le regarder, puis le remettre en place sans rien changer. Traiter est temporaire. C'est un moyen de comprendre ce qui se passe pour pouvoir agir. Répéter est une boucle sans fin, où vous espérez que raconter votre histoire encore et encore vous apportera un soulagement durable. Ça ne fonctionne pas comme ça. Un autre exemple. Pensez à quelqu'un qui lutte contre l'anxiété. Il pourrait passer des heures à expliquer à tout le monde combien il se sent dépassé, combien ses pensées tourbillonnent, combien il a du mal à dormir. Mais à chaque conversation, il revit cette anxiété, la renforçant dans son esprit. Maintenant, imaginez qu'il prenne une autre approche. Peut-être qu'il commence à pratiquer la respiration profonde pendant 5 minutes par jour, ou qu'il consulte un thérapeute pour apprendre des techniques de gestion du stress. Peut-être qu'il note ses pensées pour identifier les déclencheurs. Ces petites actions, bien qu'elles semblent modestes, créent un élan. Elles lui montrent qu'il peut influencer son état mental, même à petite échelle. Alors, comment rompre cette habitude de parler sans agir? Commencez par être intentionnel. Avant de vous lancer dans une plainte, faites une pause. Posez-vous une question simple. Est-ce que je dis cela pour avancer, ou est-ce que je cherche juste un soulagement temporaire? Si c'est pour le soulagement, cherchez une autre voie. Écrivez vos pensées dans un journal pour les clarifier. Allez vous promener pour apaiser votre esprit. Ou asseyez-vous avec votre inconfort. Laissez-le vous parler sans chercher à l'étouffer avec des mots. C'est comme apprendre à écouter une chanson difficile sans couper le son immédiatement. Parfois, il faut entendre la mélodie pour comprendre ce qu'elle essaie de vous dire. Votre capacité à résoudre vos problèmes est bien plus grande que vous ne le pensez. Mais vous ne la découvrirez jamais si vous passez votre temps à chercher du réconfort à l'extérieur. La véritable croissance commence lorsque vous tournez votre regard vers l'intérieur, lorsque vous commencez à poser des questions difficiles. Qu'est-ce que je peux contrôler? Quelle est la plus petite action que je peux entreprendre maintenant? Qui peut m'aider à construire un plan, pas seulement à m'écouter? Ces questions redirigent votre énergie vers la stratégie et le mouvement, loin des cycles stériles de plainte. En fin de compte, le déversement émotionnel ne vous aide pas à vous sentir mieux à long terme. Au contraire, il vous laisse souvent plus fatigué, plus frustré, plus impuissant. Pourquoi? Parce que vous revivez le problème sans le résoudre. Vous remuez des émotions sans les canaliser vers quelque chose de productif. C'est comme courir sur un tapis roulant. Vous vous épuisez sans aller nulle part. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de tout déballer, demandez-vous si vous voulez vous sentir mieux pendant 5 minutes ou changer votre vie pour de bon. Si c'est la deuxième option, arrêtez de parler et commencez à faire. Les solutions ne viennent pas de vos mots. Elles viennent de votre état d'esprit et du courage que vous mettez dans vos actions. Les mots que vous prononcez ne sont pas anodins. Chaque fois que vous parlez de vos problèmes, de vos frustrations ou de la difficulté de votre vie, vous ne faites pas que partager une histoire. Vous enseignez aux autres comment vous percevoir. Vous façonnez la manière dont ils vous traitent. Vos paroles créent une lentille à travers laquelle le monde vous voit, et si vous ne faites pas attention, cette lentille peut déformer votre image en celle de quelqu'un de fragile, de dépassé, ou même de victime. Ce n'est pas une question de jugement de la part des autres, mais de conditionnement. Si vous répétez constamment que vous êtes submergé,
que rien ne fonctionne pour vous, que la vie est injuste, les gens commencent à croire cette version de vous. Et, plus dangereux encore, vous commencez à y croire vous-même. Pensez à votre vie comme à une toile que vous peignez chaque jour. Chaque mot que vous prononcez est un coup de pinceau. Si vous utilisez des couleurs sombres, des plaintes, des récits de douleur, des histoires de défaite, votre toile devient lourde, monotone, difficile à regarder. Mais si vous choisissez des couleurs vibrantes, des paroles de résilience, d'espoir, de progrès, vous créez une œuvre qui inspire, qui attire les regards, qui reflète votre force. Le déversement émotionnel, c'est comme continuer à peindre avec du gris, encore et encore, en espérant que l'image deviendra lumineuse. Cela ne fonctionne pas ainsi. Vous devez choisir vos couleurs avec intention. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui traverse une période de doute après un échec professionnel, peut-être un projet qui n'a pas abouti ou une promotion refusée. Lors des réunions d'équipe, elle parle constamment de ce revers, de l'injustice qu'elle ressent, de la difficulté à avancer. Ses collègues l'écoutent peut-être au début, mais avec le temps, ils commencent à la voir comme quelqu'un de bloqué, quelqu'un qui ne rebondit pas. Ils hésitent à lui confier de nouvelles responsabilités, non pas par méchanceté, mais parce qu'elle projette une image d'impuissance. Maintenant, imaginez qu'elle change son approche. Au lieu de ressasser son échec, elle partage des idées pour améliorer le prochain projet ou demande des retours pour progresser. Soudain, les gens l'aperçoivent différemment, comme quelqu'un de proactif, de résilient, de digne de confiance. Ce phénomène n'est pas seulement externe, il est aussi interne. Lorsque vous parlez constamment de ce qui ne va pas, vous ne vous contentez pas de façonner l'opinion des autres. Vous gravez cette histoire dans votre propre esprit. C'est comme écrire un scénario où vous êtes toujours le personnage qui souffre, qui échoue, qui ne peut pas avancer. Et plus vous répétez ce scénario, plus il devient difficile de vous voir autrement. Vous commencez à vous identifier à vos luttes, à vos échecs, plutôt qu'à vos possibilités. C'est une prison mentale que vous construisez vous-même, brique par brique, avec chaque mot que vous choisissez. Alors, comment changer cette dynamique? Commencez par être conscient de la manière dont vous parlez de vous-même. Vos mots sont comme des graines que vous plantez dans votre esprit et dans celui des autres. Si vous plantez des graines de victimisation, vous récolterez de la pitié ou, pire, de l'évitement. Mais si vous plantez des graines de force, de croissance, de détermination, vous récolterez du respect, de l'admiration, et même des opportunités. Cela ne signifie pas nier vos luttes. Il s'agit de les aborder avec intention. Parlez de vos défis depuis une position de responsabilité, non de désespoir. Dites, oui, c'est difficile, mais voici ce que je fais pour avancer. Cette nuance change tout. Un autre exemple, pensez à une mère célibataire qui jongle avec un travail à temps plein et l'éducation de ses enfants. Elle pourrait passer ses soirées à parler à ses amis de son épuisement, de ses factures, de son manque de temps. Mais si elle fait cela, elle risque de devenir, aux yeux des autres et à ses propres yeux, la mère qui galère. Maintenant, imaginez qu'elle change son discours. Elle reconnaît les défis, mais parle aussi de ses efforts. Comment elle a créé un budget pour économiser, comment elle passe du temps de qualité avec ses enfants, comment elle planifie une formation pour améliorer sa carrière. Ce discours ne cache pas la réalité, mais il montre qu'elle est en contrôle, qu'elle est en mouvement. Les gens commencent à la voir comme une source d'inspiration, pas comme une victime. Ce choix de langage ne concerne pas seulement la manière dont vous êtes perçu par les autres. Il s'agit de la manière dont vous vous percevez vous-même. Lorsque vous parlez avec intention, vous commencez à croire en votre propre capacité à surmonter les obstacles. Vous cessez de vous voir comme quelqu'un qui subit la vie et commencez à vous voir comme quelqu'un qui la construit. C'est comme reprogrammer un logiciel, changer le code et le système fonctionne différemment. Vos paroles deviennent des instructions pour votre esprit, des directives pour votre avenir. Il est aussi important de reconnaître l'impact énergétique de vos mots. Lorsque vous parlez constamment de vos problèmes, vous dégagez une lourdeur. Les gens le ressentent, même inconsciemment. Ils commencent à vous éviter, non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce que votre énergie les épuise. C'est comme entrer dans une pièce où l'air est lourd et stagnant. Personne ne veut y rester longtemps. Mais lorsque vous parlez avec un mélange de vulnérabilité et de détermination, vous dégagez une énergie différente, une énergie de mouvement, de possibilité. Les gens sont attirés par cela. Ils veulent être près de vous, non pas par pitié, mais par respect. Alors, voici un défi pour vous. La prochaine fois que vous serez tenté de vous plaindre, demandez-vous, quelle image de moi suis-je en train de peindre?
Est-ce que je veux être vu comme quelqu'un qui est dépassé, ou comme quelqu'un qui avance malgré tout? Si vous voulez être vu comme puissant, commencez à parler comme tel. Cela ne signifie pas prétendre que tout va bien. Cela signifie choisir des mots qui reflètent votre résilience, votre courage, votre capacité à naviguer dans la tempête. Vos paroles sont votre pinceau, votre toile, votre histoire. Peignez quelque chose qui vous rend fier. En fin de compte, la manière dont vous parlez de vous-même détermine non seulement comment le monde vous voit, mais aussi comment vous vous voyez. Arrêtez de raconter l'histoire de votre faiblesse. Commencez à vivre l'histoire de votre ascension. Chaque mot compte. Chaque conversation est une occasion de renforcer votre pouvoir ou de le donner. Choisissez de le garder. Choisissez de montrer au monde et à vous-même que vous êtes plus grand que vos problèmes, que vous êtes en chemin vers quelque chose de mieux, que vous êtes l'auteur de votre propre destinée. C'est ainsi que vous changez la façon dont les gens vous perçoivent. C'est ainsi que vous changez la façon dont vous vous percevez. Et c'est ainsi que vous commencez à transformer votre vie. Il y a une puissance immense à apprendre à rester avec votre douleur sans avoir besoin de la partager à tout moment. Cela ne signifie pas ignorer ce que vous ressentez ou réprimer vos émotions. Cela signifie vous donner l'espace nécessaire pour comprendre ce qui se passe en vous, sans chercher immédiatement à transférer ce poids à quelqu'un d'autre. Dans un monde qui encourage le partage excessif, publiez chaque crise, dévoiler chaque lutte sur les réseaux sociaux, raconter chaque frustration à qui veut l'entendre, choisir le silence peut être un acte révolutionnaire. Ce n'est pas une question de refouler vos sentiments, mais de leur donner le temps et l'espace de vous enseigner quelque chose avant de les exprimer à haute voix. Imaginez vos émotions comme une mer agitée. Lorsque vous déversez vos frustrations, c'est comme jeter des pierres dans l'eau. Cela crée des vagues, du bruit, mais ne calme pas la tempête. En revanche, lorsque vous vous asseyez avec vos émotions, lorsque vous les laissez s'exprimer sans chercher à les évacuer immédiatement, vous commencez à voir les courants sous la surface. Vous découvrez ce que votre douleur essaie de vous dire. Peut-être qu'elle pointe vers une limite que vous avez ignorée trop longtemps. Peut-être qu'elle signale un changement que vous évitez par peur. Ou peut-être qu'elle révèle une vérité que vous n'êtes pas encore prêt à affronter. Mais vous ne pouvez pas entendre ce message si vous le noyez sous un flot de paroles. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui vient de perdre un emploi. L'instinct pourrait être de téléphoner à un ami, de publier un long message sur les réseaux sociaux ou de se plaindre à sa famille de l'injustice de la situation. Chaque conversation ravive la douleur, la frustration, le sentiment d'échec. Mais que se passe-t-il si, au lieu de cela, elle choisit de s'asseoir avec cette douleur? Peut-être qu'elle prend une soirée pour écrire ce qu'elle ressent, pour réfléchir à ce que cette perte signifie vraiment. Peut-être qu'elle se rend compte que cet emploi ne la rendait pas heureuse, et que cette épreuve est une opportunité de changer de direction. Ce silence, cette pause, lui permet de trouver de la clarté, de transformer une perte en un point de départ. Ce processus est difficile parce que nous sommes conditionnés à fuir l'inconfort. Nous cherchons des distractions, un texto, une publication, une conversation pour apaiser immédiatement ce que nous ressentons. Mais la véritable force se construit dans l'attente, dans la capacité à laisser la douleur exister sans chercher à la faire disparaître tout de suite. C'est comme apprendre à marcher sous la pluie sans courir pour s'abriter à la première goutte. Vous vous mouillez, oui, mais vous apprenez aussi que vous pouvez continuer à avancer, même trempé. Ce n'est pas agréable, mais c'est là que vous découvrez votre résilience. Un autre exemple. Pensez à quelqu'un qui traverse une période de deuil après la perte d'un proche. Il pourrait passer ses journées à raconter sa tristesse, à chercher du réconfort dans chaque conversation. Mais s'il prend le temps de s'asseoir avec son chagrin, de le ressentir pleinement sans chercher à l'expliquer, il pourrait découvrir des souvenirs précieux, des leçons apprises, ou même une nouvelle perspective sur la vie. Ce n'est pas que parler soit mauvais, mais parfois, les percées les plus profondes se produisent dans le silence, dans ces moments où vous vous permettez d'être avec vous-même, sans distraction. Ce choix de silence intentionnel ne signifie pas que vous devez tout garder pour vous. Il y a une valeur immense à demander du soutien lorsque vous en avez besoin, à partager vos pensées avec une personne de confiance. Mais il y a une différence entre chercher une perspective pour avancer et utiliser la conversation comme une échappatoire pour éviter le vrai travail émotionnel.
C'est comme la différence entre demander à un coach sportif de vous aider à améliorer votre technique et attendre qu'il fasse les répétitions à votre place. Le premier vous aide à grandir. Le second vous maintient dépendant. Lorsque vous commencez à pratiquer ce silence, quelque chose de puissant se produit. Vous devenez plus sélectif avec vos mots, plus intentionnel avec votre énergie. Vous cessez d'être la personne qui se plaint constamment et devenez celle qui réfléchit avant de parler, celle qui apporte des idées plutôt que du chaos. Les gens le remarquent. Ils commencent à respecter votre présence, non pas parce que vous êtes bruyant, mais parce que vous êtes ancré. C'est comme passer d'un feu d'artifice qui éclate bruyamment mais s'éteint vite à une flamme constante qui éclaire et réchauffe durablement. Pensez à votre esprit comme à une maison. Le déversement émotionnel, c'est ouvrir toutes les portes et fenêtres, laissant le vent emporter vos pensées sans ordre ni direction. Mais rester avec vos émotions, c'est fermer la porte, allumer une lumière et commencer à ranger. Vous examinez ce qui est là, vous triez, vous organisez. Ce processus intérieur renforce votre intelligence émotionnelle. Vous apprenez à distinguer la douleur qui a besoin d'être exprimée de celle qui a simplement besoin de temps pour guérir. Vous devenez plus fort, non pas en évitant la douleur, mais en apprenant à la traverser. Ce changement a un effet en cascade. Lorsque vous cessez de chercher à déverser vos émotions à tout moment, vous devenez moins dépendant des réactions des autres. Vous construisez une ancre intérieure, une fondation qui ne repose pas sur l'approbation ou la validation externe. C'est comme construire un pont solide au-dessus d'une rivière tumultueuse. Même si les eaux montent, vous savez que vous pouvez traverser. Vous ressentez toujours la douleur, bien sûr. Vous avez encore des jours difficiles. Mais vous n'êtes plus à la merci de ces émotions. Vous êtes celui qui décide comment les naviguer. Alors, voici votre défi. La prochaine fois que vous serez tenté de partager votre frustration ou votre douleur, faites une pause. Asseyez-vous avec ce que vous ressentez. Respirez. Demandez-vous, de quoi s'agit-il vraiment? Laissez l'émotion vous parler avant de la transmettre à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de tout dire à haute voix. Parfois, la guérison commence par écouter votre propre cœur. Ce silence n'est pas un vide, c'est un espace sacré où vous apprenez à vous comprendre, à vous soutenir, à vous guider. C'est là que vous découvrez votre véritable pouvoir, celui qui ne dépend de personne d'autre que de vous. En fin de compte, la transformation commence lorsque vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur et commencez à les trouver à l'intérieur. Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. Vous devenez quelqu'un qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour avancer, quelqu'un qui peut tenir debout dans n'importe quelle tempête. C'est ainsi que vous commencez à mener votre vie, non pas en tant que victime de vos circonstances, mais en tant qu'étudiant de vos expériences. Alors, donnez-vous la permission de rester avec votre douleur. Écoutez-la. Apprenez d'elle. Et ensuite, avancez. C'est là que la magie opère. C'est là que vous commencez à vous élever. Les gens sont attirés par l'énergie. Pas par la voix la plus forte dans la pièce, ni par l'histoire la plus dramatique, mais par une énergie ancrée, concentrée, qui avance avec détermination. Pensez aux personnes qui vous inspirent naturellement. Ce ne sont pas celles qui passent leur temps à se plaindre ou à raconter encore et encore la même histoire triste. Ce sont celles qui dégagent un sentiment de direction, qui construisent quelque chose, qui rayonnent d'un but, même s'ils n'ont pas encore atteint leur destination. Et voici le secret. Cette énergie ne vient pas d'une vie parfaite. Elle vient de la responsabilité personnelle. Lorsque vous prenez la responsabilité de vos problèmes au lieu de les diffuser à tout vent, vous devenez magnétique. Pas parce que tout va bien, mais parce que vous montrez que vous êtes maître de votre état d'esprit. Imaginez votre vie comme un feu de camp. Lorsque vous déversez vos émotions sans cesse, c'est comme jeter du bois humide sur le feu. Il produit beaucoup de fumée, mais peu de chaleur, peu de lumière. Les gens autour de vous tous s'éloignent, car l'atmosphère devient pesante. Mais lorsque vous choisissez d'agir, de canaliser votre énergie vers des solutions, c'est comme ajouter du bois sec. Le feu brûle vivement, il éclaire, il réchauffe. Les gens sont attirés par cette chaleur, par cette clarté. Ils sentent que vous allez quelque part, que vous ne vous contentez pas de survivre, mais que vous bâtissez quelque chose.
Prenons un exemple. Imaginez deux amis qui traversent des moments difficiles. L'un passe ses soirées à parler de ses problèmes. Un travail stressant, des relations compliquées, un sentiment d'épuisement. Chaque conversation tourne autour de ce qui ne va pas, et bien qu'ils reçoivent de la sympathie, les gens commencent à l'éviter subtilement. Son énergie est lourde, stagnante. L'autre ami, face à des défis similaires, choisit une approche différente. Il parle de ses luttes, mais toujours avec une pointe d'espoir. Il mentionne un cours qu'il suit pour améliorer ses compétences, un plan pour mieux gérer son stress, ou une petite victoire qu'il a obtenue. Même s'il n'a pas tout résolu, son énergie est différente. Il inspire. Les gens veulent être près de lui, non pas par pitié, mais parce qu'il dégage une force tranquille. Cette énergie ne vient pas de la perfection, mais de l'intention. La confiance n'est pas une question de prétendre que tout va bien. C'est savoir, au fond de vous, que peu importe ce que vous traversez, vous êtes capable de le surmonter. Et cette confiance se manifeste dans votre langage corporel, dans vos décisions, même dans votre silence. C'est comme une maison bien construite. Elle n'a pas besoin d'être ostentatoire pour être solide. Elle tient debout, même dans la tempête, parce que ses fondations sont solides. Lorsque vous cessez de parler constamment de vos problèmes, vous conservez cette énergie. Vous la gardez près de vous, au lieu de la gaspiller à essayer de faire comprendre ou compatir les autres. Pensez à la manière dont vous entrez dans une pièce. Si vous arrivez en racontant tout ce qui va mal, en cherchant de la validation, vous envoyez un message. Je suis perdu, j'ai besoin qu'on me sauve. Les gens le ressentent, et inconsciemment, ils vous traitent comme tel. Ils pourraient vous offrir de la pitié, mais pas du respect. Maintenant, imaginez que vous entrez avec une énergie différente, calme, concentrée, déterminée. Vous n'avez pas besoin d'expliquer chaque détail de vos luttes. Votre posture, votre regard, la façon dont vous parlez disent assez. J'ai des défis, mais je les gère. Cette présence parle plus fort que n'importe quel mot. Un autre exemple. Pensez à un entrepreneur qui lance une nouvelle entreprise. Les premiers mois sont chaotiques, des finances incertaines, des clients difficiles, des obstacles imprévus. S'il passe son temps à se plaindre de chaque problème à son équipe ou sur les réseaux sociaux, il risque de perdre leur confiance. Ses employés pourraient douter de sa capacité à diriger. Ses clients pourraient hésiter à s'engager. Mais s'il reconnaît les défis tout en mettant l'accent sur les solutions, un nouveau plan marketing, une stratégie pour réduire les coûts, il inspire la confiance. Son énergie dit « J'ai ceci sous contrôle ». Et cette assurance attire les opportunités, les partenariats, le soutien. Ce changement d'énergie transforme aussi la manière dont vous vous percevez. Lorsque vous arrêtez de vous identifier à vos problèmes, vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui apprend, qui grandit, qui avance. C'est comme changer de garde-robe. Au lieu de porter les mêmes vêtements usés qui racontent une vieille histoire, vous choisissez des vêtements qui reflètent qui vous devenez. Vous ne niez pas vos luttes, mais vous refusez de les laisser définir votre identité. Vous commencez à construire un historique de résilience, de petites victoires, de moments où vous avez choisi d'agir plutôt que de parler. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle demande de la discipline, de l'intention, de la patience. Mais chaque fois que vous choisissez de canaliser votre énergie vers l'action plutôt que vers les plaintes, vous renforcez cette nouvelle version de vous-même. Vous devenez moins dépendant de l'approbation des autres, moins besoin de leur validation pour vous sentir bien. C'est comme apprendre à conduire votre propre voiture au lieu d'attendre qu'on vous emmène. Vous prenez le volant, vous tracez votre chemin, et les autres commencent à vous suivre, non pas parce que vous le demandez, mais parce que votre énergie les inspire. Alors, voici votre défi. Arrêtez de gaspiller votre énergie à expliquer vos problèmes. Conservez-la pour construire quelque chose de mieux. Chaque fois que vous êtes tenté de vous plaindre, demandez-vous, est-ce que je veux être vu comme quelqu'un qui se débat ou comme quelqu'un qui avance? Choisissez d'être celui qui avance. Laissez vos actions parler pour vous. Laissez vos résultats être votre message. Vous n'avez pas besoin que tout le monde connaisse votre histoire. Vous avez besoin de la vivre d'une manière qui parle d'elle-même. Votre croissance, votre résilience, votre détermination, ce sont elles qui attirent les bonnes personnes,
les bonnes opportunités, les bonnes relations. En fin de compte, c'est votre énergie qui fait la différence. Lorsque vous arrêtez de chercher la pitié et commencez à incarner la détermination, vous devenez une force. Les gens le ressentent. Ils voient que vous ne vous contentez pas de survivre, mais que vous construisez quelque chose. Et c'est cela qui change tout pour vous, pour vos relations, pour votre avenir. Alors, cessez de parler de ce qui ne va pas. Commencez à montrer ce que vous faites pour que cela aille mieux. Laissez votre présence dire tout ce que les mots ne pourraient jamais exprimer. C'est ainsi que vous devenez magnétique. C'est ainsi que vous devenez imparable. La manière dont vous parlez de vos problèmes a un impact profond, non seulement sur la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi sur la façon dont vous vous percevez vous-même. Chaque fois que vous répétez une histoire de douleur, de frustration ou d'échec, vous ne faites pas que partager un moment, vous renforcez un récit. Vous dites à votre esprit, « C'est qui je suis ». Et votre esprit écoute. Il croit ce que vous lui répétez. Si vous continuez à raconter l'histoire de ce qui ne va pas, de ce qui vous a blessé, de ce qui vous retient, vous risquez de transformer une expérience temporaire en une identité permanente. Ce n'est pas ce que vous voulez. Vous n'êtes pas vos problèmes. Vous êtes bien plus grand que cela. Pensez à votre vie comme à un livre que vous écrivez chaque jour. Chaque conversation, chaque pensée, chaque mot est une phrase que vous ajoutez à ce livre. Si vous remplissez les pages de plaintes, de récits d'impuissance ou de victimisation, votre histoire devient lourde, répétitive, difficile à lire. Mais si vous commencez à écrire des phrases de résilience, de croissance, d'action, votre livre devient captivant. Il raconte l'histoire de quelqu'un qui ne se laisse pas définir par les épreuves, mais par la manière dont il les surmonte. Le déversement émotionnel, c'est comme réécrire le même chapitre douloureux encore et encore. La véritable transformation vient lorsque vous tournez la page et commencez un nouveau chapitre. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui a vécu une trahison dans une relation amicale ou amoureuse. Elle pourrait passer des mois à raconter à tout le monde comment elle a été blessée, comment elle se sent trahie, comment elle a du mal à faire confiance à nouveau. Chaque fois qu'elle raconte cette histoire, elle revit la douleur, renforçant l'idée qu'elle est une victime. Mais que se passe-t-il si elle change son approche? Peut-être qu'elle commence à réfléchir à ce qu'elle a appris sur elle-même à travers cette expérience. Peut-être qu'elle fixe de nouvelles limites pour ses relations futures. Peut-être qu'elle décide de se concentrer sur des amitiés ou des projets qui la nourrissent. Ce changement de récit ne nie pas la douleur, mais il la transforme en une opportunité de croissance. Ce processus est essentiel parce que vos mots façonnent votre réalité. Lorsque vous parlez constamment de ce qui vous a blessé, votre cerveau enregistre cela comme une vérité. C'est comme programmer un ordinateur avec un code défectueux. Il continue à produire les mêmes erreurs. Mais lorsque vous commencez à parler de ce que vous faites pour avancer, de ce que vous apprenez, de ce que vous construisez, vous reprogrammez cet ordinateur. Vous commencez à croire en une version de vous-même qui est capable, résiliente, en mouvement. Et cette croyance change tous vos décisions, vos habitudes, votre manière d'interagir avec le monde. Un autre exemple. Pensez à un étudiant qui échoue à un examen important. Il pourrait passer des semaines à se plaindre de la difficulté des questions, du professeur injuste, ou de son manque de chance. Mais chaque fois qu'il répète cette histoire, il renforce l'idée qu'il n'est pas à la hauteur. Maintenant, imaginez qu'il change son discours. Il reconnaît son échec, mais dit « J'ai raté cet examen, mais je vais l'étudier différemment pour le prochain ». Il demande de l'aide à un professeur, révise son approche, ou établit un plan d'études plus rigoureux. Ce nouveau récit ne change pas seulement la façon dont les autres le perçoivent, il change la façon dont il se perçoit lui-même. Il passe de « je suis un échec » à « je suis quelqu'un qui apprend et qui progresse ». Il est crucial de comprendre que vos problèmes sont réels, mais ils ne sont pas votre identité. Ils sont des événements, des situations, des expériences temporaires. Ils ne définissent pas qui vous êtes, sauf si vous les laissez faire. C'est comme porter un manteau, vous pouvez le mettre quand il fait froid, mais vous n'êtes pas le manteau. Si vous continuez à porter ce manteau partout, même par temps chaud, il devient une partie de vous aux yeux des autres et peut-être même aux vôtres. La clé est de savoir quand retirer ce manteau,
quand cessez de raconter l'histoire de votre douleur et commencez à raconter l'histoire de votre ascension. Alors, comment faire ce changement? Commencez par changer les mots que vous utilisez, surtout ceux que vous vous dites à vous-même. Au lieu de dire « je ne peux pas gérer ça », dites « je suis en train de trouver une solution ». Au lieu de dire « tout va toujours mal », dites « je traverse une épreuve, mais je vais la surmonter ». Ces phrases ne sont pas de simples affirmations positives. Ce sont des instructions pour votre esprit. Elles plantent des graines de possibilités, de mouvement, de croissance. Et plus vous les répétez, plus elles prennent racine. Pensez à votre dialogue intérieur comme à un jardinier qui sème des graines. Si vous plantez des graines de doute, de peur, d'impuissance, votre jardin sera envahi par des mauvaises herbes. Mais si vous plantez des graines d'espoir, de détermination, de courage, vous cultiverez un jardin florissant. Ce n'est pas magique, c'est intentionnel. Chaque mot que vous choisissez est une graine. Chaque phrase que vous prononcez est un arrosage. Et au fil du temps, ce jardin devient votre réalité. Voici un défi pour vous. La prochaine fois que vous serez tenté de ressasser un problème, faites une pause. Demandez-vous, quelle histoire suis-je en train de raconter? Est-ce que je veux être défini par cette douleur, ou par ce que je fais pour la surmonter? Si vous voulez changer votre vie, changez votre récit. Écrivez une histoire où vous n'êtes pas la victime, mais le héros. Où votre passé n'est pas une prison, mais une plateforme pour vous élever. Cela commence par vos mots, ceux que vous dites aux autres, mais surtout ceux que vous vous dites en silence. En fin de compte, la plus puissante histoire que vous raconterez est celle que vous vous racontez à vous-même. Alors, arrêtez de répéter la version qui vous diminue. Cessez de vous identifier à votre douleur. Ressentez-la, apprenez d'elle, mais ensuite laissez-la partir. Choisissez de créer un nouveau récit, un récit où vous êtes en contrôle, où vous grandissez, où vous avancez. Ce n'est pas facile, surtout au début. Cela demande du courage, de la discipline, de la patience. Mais chaque fois que vous choisissez de parler depuis un lieu de force plutôt que de faiblesse, vous vous rapprochez de la vie que vous voulez. Vous devenez le héros de votre propre histoire, non pas en niant les épreuves, mais en les utilisant comme des tremplins pour vous élever. C'est ainsi que vous reprenez votre pouvoir. C'est ainsi que vous transformez votre vie. La manière dont vous parlez de vos problèmes a un impact profond, non seulement sur la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi sur la façon dont vous vous percevez vous-même. Chaque fois que vous répétez une histoire de douleur, de frustration ou d'échec, vous ne faites pas que partager un moment, vous renforcez un récit. Vous dites à votre esprit, « c'est qui je suis ». Et votre esprit écoute. Il croit ce que vous lui répétez. Si vous continuez à raconter l'histoire de ce qui ne va pas, de ce qui vous a blessé, de ce qui vous retient, vous risquez de transformer une expérience temporaire en une identité permanente. Ce n'est pas ce que vous voulez. Vous n'êtes pas vos problèmes. Vous êtes bien plus grand que cela. Pensez à votre vie comme à un livre que vous écrivez chaque jour. Chaque conversation, chaque pensée, chaque mot est une phrase que vous ajoutez à ce livre. Si vous remplissez les pages de plaintes, de récits d'impuissance ou de victimisation, votre histoire devient lourde, répétitive, difficile à lire. Mais si vous commencez à écrire des phrases de résilience, de croissance, d'action, votre livre devient captivant. Il raconte l'histoire de quelqu'un qui ne se laisse pas définir par les épreuves, mais par la manière dont il les surmonte. Le déversement émotionnel, c'est comme réécrire le même chapitre douloureux encore et encore. La véritable transformation vient lorsque vous tournez la page et commencez un nouveau chapitre. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui a vécu une trahison dans une relation amicale ou amoureuse. Elle pourrait passer des mois à raconter à tout le monde comment elle a été blessée, comment elle se sent trahie, comment elle a du mal à faire confiance à nouveau. Chaque fois qu'elle raconte cette histoire, elle revit la douleur, renforçant l'idée qu'elle est une victime. Mais que se passe-t-il si elle change son approche? Peut-être qu'elle commence à réfléchir à ce qu'elle a appris sur elle-même à travers cette expérience. Peut-être qu'elle fixe de nouvelles limites pour ses relations futures. Peut-être qu'elle décide de se concentrer sur des amitiés ou des projets qui la nourrissent. Ce changement de récit ne nie pas la douleur,
mais il la transforme en une opportunité de croissance. Ce processus est essentiel parce que vos mots façonnent votre réalité. Lorsque vous parlez constamment de ce qui vous a blessé, votre cerveau enregistre cela comme une vérité. C'est comme programmer un ordinateur avec un code défectueux. Il continue à produire les mêmes erreurs. Mais lorsque vous commencez à parler de ce que vous faites pour avancer, de ce que vous apprenez, de ce que vous construisez, vous reprogrammez cet ordinateur. Vous commencez à croire en une version de vous-même qui est capable, résiliente, en mouvement. Et cette croyance change tout, vos décisions, vos habitudes, votre manière d'interagir avec le monde. Un autre exemple. Pensez à un étudiant qui échoue à un examen important. Il pourrait passer des semaines à se plaindre de la difficulté des questions, du professeur injuste, ou de son manque de chance. Mais chaque fois qu'il répète cette histoire, il renforce l'idée qu'il n'est pas à la hauteur. Maintenant, imaginez qu'il change son discours. Il reconnaît son échec, mais dit « J'ai raté cet examen, mais je vais l'étudier différemment pour le prochain ». Il demande de l'aide à un professeur, révise son approche, ou établit un plan d'études plus rigoureux. Ce nouveau récit ne change pas seulement la façon dont les autres le perçoivent, il change la façon dont il se perçoit lui-même. Il passe de « je suis un échec » à « je suis quelqu'un qui apprend et qui progresse ». Il est crucial de comprendre que vos problèmes sont réels, mais ils ne sont pas votre identité. Ils sont des événements, des situations, des expériences temporaires. Ils ne définissent pas qui vous êtes, sauf si vous les laissez faire. C'est comme porter un manteau, vous pouvez le mettre quand il fait froid, mais vous n'êtes pas le manteau. Si vous continuez à porter ce manteau partout, même par temps chaud, il devient une partie de vous aux yeux des autres et peut-être même aux vôtres. La clé est de savoir quand retirer ce manteau, quand cesser de raconter l'histoire de votre douleur et commencer à raconter l'histoire de votre ascension. Alors, comment faire ce changement ? Commencez par changer les mots que vous utilisez, surtout ceux que vous vous dites à vous-même. Au lieu de dire « je ne peux pas gérer ça », dites « je suis en train de trouver une solution ». Au lieu de dire « tout va toujours mal », dites « je traverse une épreuve, mais je vais la surmonter ». Ces phrases ne sont pas de simples affirmations positives. Ce sont des instructions pour votre esprit. Elles plantent des graines de possibilités, de mouvement, de croissance. Et plus vous les répétez, plus elles prennent racine. Pensez à votre dialogue intérieur comme à un jardinier qui sème des graines. Si vous plantez des graines de doute, de peur, d'impuissance, votre jardin sera envahi par des mauvaises herbes. Mais si vous plantez des graines d'espoir, de détermination, de courage, vous cultiverez un jardin florissant. Ce n'est pas magique, c'est intentionnel. Chaque mot que vous choisissez est une graine. Chaque phrase que vous prononcez est un arrosage. Et au fil du temps, ce jardin devient votre réalité. Voici un défi pour vous. La prochaine fois que vous serez tenté de ressasser un problème, faites une pause. Demandez-vous, quelle histoire suis-je en train de raconter ? Est-ce que je veux être défini par cette douleur, ou par ce que je fais pour la surmonter ? Si vous voulez changer votre vie, changez votre récit. Écrivez une histoire où vous n'êtes pas la victime, mais le héros. Où votre passé n'est pas une prison, mais une plateforme pour vous élever. Cela commence par vos mots, ceux que vous dites aux autres, mais surtout ceux que vous vous dites en silence. En fin de compte, la plus puissante histoire que vous raconterez est celle que vous vous racontez à vous-même. Alors, arrêtez de répéter la version qui vous diminue. Cessez de vous identifier à votre douleur. Ressentez-la, apprenez d'elle, mais ensuite laissez-la partir. Choisissez de créer un nouveau récit, un récit où vous êtes en contrôle, où vous grandissez, où vous avancez. Ce n'est pas facile, surtout au début. Cela demande du courage, de la discipline, de la patience. Mais chaque fois que vous choisissez de parler depuis un lieu de force plutôt que de faiblesse, vous vous rapprochez de la vie que vous voulez. Vous devenez le héros de votre propre histoire, non pas en niant les épreuves, mais en les utilisant comme des tremplins pour vous élever. C'est ainsi que vous reprenez votre pouvoir. C'est ainsi que vous transformez votre vie.